Cher ami, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et laisse un commentaire. Bon visionnage. Louis Chantray était l'un de ces jeunes artistes que Paris, à la fin du XIXe siècle, attirait comme un aimant. Il rêvait de devenir grand, cherchant l'inspiration à chaque coin des rues anciennes et envoûté par la vue de la ville depuis la colline de Montmartre. Mais derrière le faste et le bruit de la capitale se cachaient des histoires sombres, des légendes qui peu à peu engloutissaient l'âme et l'esprit de Louis. En 1884, alors que la construction de la basilique du Sacré-Cœur battait son plein, Louis trouva une vieille maison dans la rue Le Pic qui semblait l'attendre. La maison était délabrée, avec des murs fissurés et des planchers grinçants, mais les fenêtres offraient une vue magnifique sur la basilique en construction. Dès que Louis s'y installa, sa vie commença à changer. La nuit, il était tourmenté par des sons étranges, des bruissements, des pas à peine audibles. Parfois, il lui semblait que quelqu'un pleurait doucement derrière le mur. Louis apprit bientôt qu'un autre artiste, Jean-Baptiste Le Roux, avait vécu dans cette maison avant lui, et autour de lui circulaient depuis longtemps de sombres rumeurs. Jean-Baptiste était talentueux, mais incompris par ses contemporains. On disait que ses dernières œuvres étaient si sombres et effrayantes que personne n'osait les exposer. Et un jour, Jean-Baptiste disparut sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que ses tableaux qui semblaient prendre vie sur la toile. Louis découvrit un vieux journal de Jean-Baptiste, caché sous le plancher de sa chambre. Les écrits de l'artiste étaient pleins de désespoir et de terreur. Il y décrivait la poursuite par l'esprit d'une femme dont le visage le hantait. Cette femme, il s'avéra qu'elle était sa maîtresse, s'était noyée dans un étang tout proche lorsque Jean-Baptiste refusa de l'épouser. Son fantôme ne le laissait plus en paix, le forçant à peindre des tableaux pleins de douleur et de peur. Louis commença à sentir la présence de ce fantôme. Il lui semblait voir l'ombre de la femme dans les reflets des fenêtres, sentir son souffle glacé sur sa peau lorsqu'il travaillait sur ses tableaux. Il s'enfonçait de plus en plus dans un monde de cauchemars qui devenait peu à peu sa réalité. Quelques mois passèrent et les œuvres de Louis devinrent si sombres et déprimantes que personne ne voulait les acheter. 6 amis remarquèrent des changements étranges dans son comportement. Il était devenu replié sur lui-même, morose, parlant souvent des ombres qu'il voyait, mais que les autres ne pouvaient pas percevoir. Un jour, il avoua qu'il avait peur de s'endormir, car dans ses rêves, elle venait le chercher pour l'emmener avec elle. Louis disparut aussi soudainement que Jean-Baptiste. On retrouva sa chambre vide, sauf pour une peinture inachevée sur le chevalet, où l'on pouvait distinguer une silhouette à peine visible de femme. Les amis de l'artiste, qui eurent le courage d'examiner ses œuvres, affirmèrent que les yeux sur le tableau les fixaient avec une tristesse et une mélancolie infinie, comme s'ils demandaient de l'aide. Les rumeurs d'une malédiction sur la maison de la rue Le Pic se répandirent dans tout Montmartre. On disait que tout artiste qui osait s'y installer
était condamnée à rencontrer le fantôme de la femme et à mourir. La basilique du Sacré-Cœur, censée symboliser la renaissance spirituelle de Paris, semblait ignorer tout cela, se dressant sur la colline avec une sérénité froide. Mais aucun de ceux qui avaient entendu ces histoires n'osa vérifier par eux-mêmes. La maison resta vide pendant des années, comme si elle attendait son prochain occupant. Et tous ceux qui passaient à côté accéléraient involontairement le pas, sentant sur eux un regard inexplicable par la raison. Hélène Leclerc était une journaliste pour qui Paris était une source d'histoires infinies. Elle connaissait chaque ruelle de Montmartre, chaque recoin de ce quartier mystique, mais elle était toujours attirée par une légende en particulier, l'histoire d'un escalier qui menait non pas à une autre rue, mais à un monde où le temps était figé et d'où personne ne revenait comme avant. Cet escalier était caché des yeux des touristes et même de la plupart des habitants locaux. Il se trouvait dans la rue Norvin, derrière un vieux café que seuls les anciens du quartier connaissaient. Beaucoup évitaient cet endroit, disant que des choses étranges s'y produisaient. Des gens disparaissaient. On entendait des murmures mystérieux. Et la nuit, on pouvait voir des ombres qui n'appartenaient pas aux vivants. Hélène apprit l'existence de cet escalier grâce à un vieux collectionneur d'antiquités, Pierre Durand, qui possédait une boutique non loin de là. Il lui raconta que, bien des années auparavant, alors qu'il était encore jeune, il avait vu son ami, un photographe, emprunter cet escalier pour ne jamais revenir. Le photographe était passionné par la recherche de clichés insolites, et Pierre l'avait averti de ne pas s'approcher de cet escalier, mais il ne l'avait pas écouté. Après cet incident, racontait Pierre, l'escalier devint encore plus énigmatique. Parfois, des photographies anciennes apparaissaient sur les marches, soigneusement disposées. Personne ne savait qui les y déposait, et quiconque tentait de les emporter disparaissait bientôt. Hélène ne put résister à l'envie de découvrir la vérité. Elle décida de descendre cet escalier pour comprendre ce qui s'y passait réellement. Une nuit, armée de son appareil photo et de son carnet, elle se rendit rue Norvin. En s'approchant de l'escalier, elle ressentit une étrange sensation, comme si la réalité elle-même y était déformée et que, pas à pas, elle s'enfoncerait dans un monde au-delà de la compréhension. L'escalier était long, sinueux. Il semblait descendre directement dans les entrailles de la colline. Chaque pas d'Hélène résonnait en écho, se propageant le long des murs, comme si des chuchotements invisibles l'accompagnaient. Autour d'elle, l'obscurité s'épaississait. Et bientôt, elle se retrouva dans une pénombre éclairée seulement par la faible lueur de sa lampe torche. Après avoir descendu plusieurs niveaux, Hélène remarqua quelque chose d'étrange. Sur l'une des marches se trouvait une vieille photographie. C'était une image en noir et blanc représentant un homme debout sur ce même escalier. Son visage était déformé, comme s'il savait que quelque chose d'horrible allait se produire. À peine eut-elle effleuré la photographie qu'un froid glacial envahit son corps. Soudain, derrière elle, un murmure se fit entendre. Elle se retourna, mais ne vit personne. Malgré la peur, Hélène continua à descendre.
L'escalier semblait la mener toujours plus profondément, et le temps semblait s'être arrêté. Elle avait l'impression que la notion de passé et de futur disparaissait, et qu'il ne restait que ce moment, cette avancée pas à pas. Finalement, elle se retrouva devant une porte massive, en bois noir, qui manifestement ne devrait pas exister dans le monde réel. Hélène comprenait que derrière cette porte se trouvait quelque chose qui ne se conformait pas aux lois du monde ordinaire. Elle entendit un autre murmure, plus fort cette fois, et il lui sembla que des voix l'appelaient par son prénom. Saisie d'un étrange mélange de peur et de curiosité, elle ouvrit lentement la porte. Derrière la porte, il n'y avait ni lumière ni obscurité. Il n'y avait que la sensation de vide et d'infini. Hélène fit un pas à l'intérieur et sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'espace autour d'elle sembla se contracter et elle se retrouva dans un autre monde où tout était silencieux, sans vie et sombre. Ce monde était peuplé d'ombres, qui n'étaient pas de simples ombres. C'étaient les âmes de ceux qui avaient autrefois descendu cet escalier, mais qui n'étaient jamais revenus. Hélène tenta de trouver une sortie, mais chaque pas ne faisait que l'emmener plus loin dans le labyrinthe de cet espace déformé. Elle comprit qu'elle faisait désormais partie de ces 16 âmes, celles qui étaient restées dans ce monde pour toujours. Quand elle revint finalement à la réalité, il ne semblait s'être écoulé qu'un instant. Mais elle ne pouvait plus retourner à sa vie d'avant. Désormais, chaque soir, elle entendait des murmures, voyait des ombres et savait qu'un jour, l'escalier l'appellerait de nouveau. Et cette fois, elle ne pourrait pas y résister. Le cabaret du Chat Noir à Montmartre a toujours été enveloppé d'un voile de mystère. Fondé en 1881 par le poète Rodolphe Salis, il est rapidement devenu un lieu de rencontre pour la bohème parisienne, artistes, écrivains et musiciens. Ici, parmi les rires, le vin et les chansons, des légendes naissaient et les soucis s'oubliaient. Mais parmi ces soirées joyeuses, il existait une légende dont seuls quelques initiés avaient connaissance. La légende des fantômes qui dansent avec les vivants. Cette histoire commence par un étrange incident survenu en 1892. Cette année-là, un jeune acteur du nom de Julien Moreno fit son entrée au Chat Noir. Il était talentueux, ambitieux et prêt à tout pour réussir. Julien savait que la scène du cabaret accueillait les étoiles les plus brillantes de Paris et il espérait que sa performance serait son billet d'entrée dans le monde du grand théâtre. Dès le premier soir où Julien monta sur scène, quelque chose d'étrange se produisit dans la salle. Les gens commencèrent à ressentir un froid soudain qui envahit l'espace. Le son du piano devint sourd, comme s'il jouait sous l'eau. Et puis, juste au centre de la scène, à côté de Julien, apparut une silhouette pâle. Pendant un instant, les spectateurs pensèrent qu'il s'agissait d'une partie du spectacle, mais la figure disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Julien sentit la panique le gagner, mais il parvint à terminer sa prestation jusqu'à la fin. Après cet incident, Julien remarqua que des choses étranges commençaient à lui arriver. Il avait constamment l'impression d'être observé. Il voyait des ombres dans le miroir de sa loge qui bougeaient d'elles-mêmes, entendait des murmures lorsqu'il n'y avait personne autour.
il commença à perdre le sommeil et ses amis remarquèrent qu'il devenait de plus en plus renfermé et nerveux. Julien finit par apprendre que le chat noir avait son côté sombre. Les anciens employés du cabaret lui racontèrent qu'il y avait de nombreuses années, un meurtre y avait eu lieu. Une jeune danseuse, dont l'image était devenue le symbole du chat noir, avait été brutalement assassinée dans sa loge. Le meurtrier n'avait jamais été retrouvé, mais depuis lors, on murmurait que son esprit hantait encore le cabaret, cherchant à obtenir justice. Malgré la peur grandissante, Julien décida de rester au chat noir. Il croyait que s'il parvenait à percer le mystère du fantôme, il pourrait atteindre une gloire inégalée. Mais chaque nouvelle performance ne faisait qu'accentuer son effroi. Le fantôme de la danseuse commença à apparaître de plus en plus souvent, parfois juste devant lui lorsqu'il montait sur scène. Elle dansait comme si elle était vivante, mais ses mouvements étaient lents, comme au ralenti, et son regard était empli de désespoir. Un soir, alors que Julien vit à nouveau le fantôme, il ne put plus supporter la situation. Il abandonna tout et s'enfuit du cabaret, jurant de ne jamais y revenir. Mais ses tourments ne s'arrêtèrent pas là. L'esprit de la danseuse commença à le poursuivre, même en dehors du cabaret. Julien la voyait dans la rue, chez lui, dans les reflets des vitrines. Elle était toujours là, où qu'il soit. De nombreux amis tentèrent d'aider Julien, mais en vain. Bientôt, son état mental se dégrada au point qu'il fut interné dans un hôpital psychiatrique. Là, sur l'un des murs, il grava avec son doigt ensanglanté les mots « Elle m'attend ». Quelques jours plus tard, Julien mourut dans des circonstances étranges. Son corps fut retrouvé sur le sol de sa chambre, son visage figé dans une expression de terreur. Après la mort de Julien, le chat noir continua de fonctionner, mais les rumeurs sur le fantôme de la danseuse et la mort de l'acteur se répandirent dans tout Montmartre. Les nouveaux artistes parlaient souvent de bruits de pas sur la scène la nuit, alors que personne n'était là, ou de silhouettes aperçues dans les coins. Le chat noir continua d'attirer le public avec son atmosphère mystique. Mais chaque personne qui y mettait les pieds en ressortait avec le sentiment que des choses inexplicables s'y produisaient. De temps en temps, quelqu'un racontait avoir vu la danseuse en blanc, exécutant sa dernière danse en quête de justice. Et si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre, parmi les rires et la musique, un murmure qui raconte que même les morts aiment danser. À Montmartre, parmi les ruelles sinueuses et les vieux bâtiments, vivait un artiste du nom d'Étienne Lafarge. Il était connu pour son habileté et son talent à créer des portraits. Au cours de sa vie, il avait peint de nombreuses toiles, mais l'une d'elles resta inachevée et devint la source de mystères et de légendes. Ce portrait lui fut commandé par un certain comte Antoine de Rancière, un homme au passé mystérieux et au caractère difficile. Le comte Antoine était un solitaire qui évitait la société. Son manoir, situé à la périphérie de Montmartre, se dressait sombre et abandonné, comme si personne n'y avait vécu depuis longtemps. Pourtant, les rumeurs sur le comte étaient omniprésentes. On disait qu'il était impliqué dans des affaires louches,
qu'il se livrait à l'alchimie et aux sciences occultes. Personne ne savait si ces rumeurs étaient vraies, mais une chose était sûre. Antoine de Rancière était un homme qu'il valait mieux éviter. Lorsque le comte offrit à Étienne une grosse somme d'argent pour peindre son portrait, l'artiste, malgré les rumeurs, accepta. Pour lui, c'était une occasion non seulement de gagner de l'argent, mais aussi de se lancer un défi. Il était sûr de pouvoir capturer sur la toile tout l'univers intérieur de son client, aussi sombre soit-il. Les séances pour peindre le portrait se déroulaient dans le manoir du comte. Dès le premier regard, Étienne comprit que cet endroit était imprégné de quelque chose de sinistre. Les rideaux épais aux fenêtres, l'odeur de moisi et le silence, seulement troublés par des bruits lointains, créaient une atmosphère oppressante. Le comte Antoine était un homme étrange. Il parlait peu, se contentant de lancer quelques phrases courtes. Son regard était lourd et perçant, comme s'il cherchait à pénétrer l'âme même de l'artiste. À chaque fois qu'Étienne tentait de capturer le visage du comte sur la toile, il sentait une pression invisible peser sur lui. Le pinceau bougeait à peine, et les couleurs semblaient perdre leur éclat. L'artiste était certain que le problème ne venait pas de ses compétences, mais de quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible qui l'empêchait de terminer son travail. À mesure que les séances avançaient, Étienne remarqua de plus en plus de bizarreries. Le temps semblait passer différemment dans le manoir. Il pouvait quitter le lieu le matin pour découvrir qu'il faisait déjà nuit dehors. Il commença à voir des ombres dans les coins de la pièce, à entendre des murmures venant des murs. 6 phénomènes le troublaient, mais il était trop absorbé par son travail pour leur accorder une réelle attention. Enfin, arriva le jour où le portrait fut presque terminé. Il ne restait que quelques touches pour achever la toile. Mais au moment où Étienne s'apprêtait à ajouter les dernières touches, le comte Antoine se leva soudainement et lui demanda d'arrêter. Le comte déclara que le tableau était déjà prêt et qu'il ne voulait plus continuer les séances. L'artiste fut surpris, mais il obéit sans poser de questions. De retour dans son atelier, Étienne tenta d'oublier le portrait, mais les souvenirs de celui-ci ne le quittaient pas. Il ne comprenait pas pourquoi le comte avait soudainement décidé d'interrompre le travail alors qu'il ne restait que quelques détails à peaufiner. Cette question le hantait, et un jour, il décida de retourner au manoir du comte pour découvrir la vérité. Lorsqu'il arriva au manoir, celui-ci était abandonné. Les portes étaient verrouillées, les fenêtres condamnées, et l'herbe sauvage poussait tout autour. Aucun des habitants du quartier n'avait vu le comte depuis plusieurs jours. Étienne comprit alors que quelque chose de terrible était arrivé au comte, mais il ignorait quoi exactement. Quelques semaines passèrent avant qu'Étienne ne reçoive la nouvelle que le corps d'Antoine de Rancière avait été retrouvé dans le manoir abandonné. La police, arrivée sur les lieux, découvrit le corps du comte tenant le portrait qu'Étienne avait peint, mais le visage sur la toile était déformé au point d'être méconnaissable. Le comte tenait le portrait comme s'il avait tenté de le détruire, mais n'en avait pas eu le temps. Après cet incident, le portrait disparut. Certains disaient qu'il était maudit et que quiconque oserait le regarder serait condamné à une mort horrible. Malgré sa peur,
Étienne tenta de retrouver le tableau, mais toutes ses recherches furent vaines. Les rumeurs sur le portrait maudit se répandirent dans tout Montmartre. Beaucoup affirmaient l'avoir vu dans leurs rêves. Et chaque fois, ces rêves étaient empreints de terreur et d'effroi. On disait que l'esprit du comte Antoine errait encore dans les rues de Montmartre, protégeant son secret. Étienne ne se remit jamais de ce qui s'était passé. Il cessa de peindre des portraits et se renferma sur lui-même. Les dernières années de sa vie, il les passa en solitaire, dans son atelier à Montmartre, où son art devint sombre et mélancolique. On raconte qu'avant de mourir, il peignit un autoportrait, mais personne n'a jamais vu ce tableau. Peut-être qu'il a également disparu, emportant avec lui le secret qu'Étienne Lafarge n'a jamais pu percer. Dans une petite rue tranquille de Montmartre, parmi les vieilles maisons aux façades écaillées et aux balcons envahis de vignes, se trouvait une petite maison portant le numéro 32. Elle ne se distinguait en rien et se fondait parmi les autres bâtiments du quartier, si bien que peu de passants y prêtaient attention. Pourtant, les habitants du quartier savaient que cette maison cachait quelque chose d'étrange et d'inexplicable. Les anciens du quartier affirmaient qu'il y avait dans la maison numéro 32 une porte que personne n'avait jamais vue ouverte. Elle était dissimulée derrière un lourd rideau au fond d'un couloir étroit. La porte ne menait à aucune pièce, n'avait pas de poignée et semblait être une partie intégrante du mur. Depuis la construction de la maison à la fin du XIXe siècle, personne ne l'avait jamais vue utilisée. Un jour, un jeune architecte du nom de Jacques Morin emménagea dans la maison numéro 32. Il était un homme rationnel et ne croyait ni à la mystique ni au surnaturel. La maison lui plaisait et il décida de la louer pour une longue période afin d'y passer du temps en paix tout en travaillant sur ses projets. Jacques remarqua rapidement des choses étranges liées à la porte. Lorsqu'il la découvrit pour la première fois, il fut immédiatement intrigué. La porte était anormalement haute et elle semblait plus vieille que la maison elle-même. Ce qui le surprit le plus, c'était que la porte était faite d'un matériau inhabituel. Le bois paraissait ancien et délavé, mais au toucher, il semblait chaud et vivant. L'architecte tenta longtemps de découvrir ce qui se cachait derrière cette porte, mais tous ses efforts furent vains. Aucune des clés trouvées dans la maison ne correspondait à la serrure, et la porte elle-même semblait résister à toutes ses tentatives pour l'ouvrir. Jacques utilisa la force brute et les outils les plus modernes, mais la porte restait imperturbable. Peu à peu, son intérêt se transforma en obsession. Chaque nuit, lorsque les rues de Montmartre plongeaient dans le silence, Jacques avait l'impression que quelque chose bougeait derrière la porte. Il entendait des bruits étouffés, semblables à des chuchotements ou à des grincements. Parfois, il lui semblait sentir une faible odeur de moisissure émanant de sous la porte. Ces sensations devenaient de plus en plus fortes, jusqu'à ce qu'une nuit, il décide de mener sa propre expérience. Jacques installa une caméra face à la porte, la réglant pour qu'elle enregistre tout ce qui se passait dans le couloir. Il était sûr de trouver une explication au son étrange et espérait ressentir un soulagement.
Le lendemain matin, en visionnant l'enregistrement, il découvrit que la caméra avait capté quelque chose d'inexplicable. Pendant la nuit, la porte s'était légèrement entr'ouverte, laissant apparaître une silhouette indistincte, semblable à l'ombre d'une personne. Surpris et effrayé, Jacques décida qu'il devait découvrir la vérité. Il passa la nuit sans dormir, assis face à la porte avec la caméra en main. À un moment donné, lorsque l'horloge sonna minuit, la porte commença à s'ouvrir à nouveau. À ce moment-là, il ressentit un froid glacial le long de sa colonne vertébrale, et son cœur se mit à battre si fort qu'il crut qu'il allait éclater. Jacques se leva et s'approcha prudemment de la porte, désormais entr'ouverte de quelques centimètres. Il tenta de regarder à l'intérieur, mais au lieu de l'obscurité à laquelle il s'attendait, il vit une lumière éclatante. La lumière était si intense qu'il en perdit brièvement l'orientation. Une peur profonde s'empara de lui, et il se hâta de refermer la porte, mais il n'en eut pas le temps. La lumière devint de plus en plus intense, et Jacques se sentit aspiré à l'intérieur. Une fois de l'autre côté de la porte, il réalisa qu'il était dans un endroit complètement différent. Il n'y avait ni mur, ni plafond autour de lui, seulement un espace blanc infini. Jacques tenta de revenir en arrière, mais la porte avait disparu derrière lui. Il comprit alors qu'il avait commis une erreur, et que cette erreur serait peut-être la dernière de sa vie. Avec le temps, on cessa d'entendre parler de Jacques Morin. 6 amis et collègues tentèrent de le retrouver, mais toutes les recherches furent vaines. La maison numéro 32 se retrouva de nouveau vide et abandonnée. Bientôt, les habitants du quartier remarquèrent que la porte dans le couloir était désormais scellée, comme si le mur lui-même l'avait absorbée. Mais ceux qui vivaient à proximité affirmaient que la nuit, on pouvait parfois entendre des bruits étranges provenant de la maison vide, des pas étouffés et des chuchotements, comme si quelqu'un cherchait à trouver la sortie.